Il existe une sensation que peu de personnes expérimentent, la sensation d'être aux commandes de sa propre journée. Se réveiller et savoir exactement quoi faire, ne pas être entraîné par les notifications, les urgences et les opinions des autres, ne pas terminer la nuit avec la sensation d'avoir vécu en mode pilote automatique. C'est cela le pouvoir. Non pas le pouvoir de contrôler le monde, mais le pouvoir de se conduire soi-même. Quand ta routine est solide, tu n'as pas à te forcer à être discipliné, tu avances avec elle. Tu ne dépends pas de la motivation, tu exécutes même sans elle. Tu ne réagis pas à la journée, tu diriges la journée. Et cette sensation change tout. Ta posture change, ta voix change, ta manière de décider change. Parce que l'organisation, ce n'est pas avoir un agenda rempli, c'est avoir une autorité intérieure. C'est toi qui sais que quoi qu'il arrive à l'extérieur, il existe une structure ici à l'intérieur, et c'est cela que nous allons construire. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 8 pratiques stoïciennes qui transforment ta routine en un véritable centre de commandement quotidien. Ce ne sont pas des habitudes de surface, ce sont des fondations de pouvoir personnel. La première, tu la commences aujourd'hui, et la dernière va élever ton standard. Si tu veux ressentir ce que signifie être aux commandes de ta propre vie, alors commençons. 1. Gagne tes matins, chaque jour. Tu es capable de te lever plus tôt, même quand le lit semble plus confortable que n'importe quelle responsabilité qui t'attend dehors. La couverture est chaude, la chambre est silencieuse, et ton corps réclame encore quelques minutes. Mais la question n'a jamais été le confort. La question est le commandement. Et chaque matin est un test silencieux pour savoir qui gouverne qui. Est-ce toi qui gouvernes tes impulsions ou est-ce que tes impulsions te gouvernent? Marc Aurèle écrivait pour lui-même quelque chose de simple et direct. Tu n'es pas né seulement pour rester au chaud sous les couvertures, tu es né pour accomplir ton rôle. Et c'est puissant. Parce que rôle signifie responsabilité, et responsabilité exige action, pas report. Il était empereur. Il pouvait repousser des engagements, déléguer des tâches, ignorer des responsabilités. Pourtant, dans ses méditations, il se rappelait qu'il était là pour agir en homme, en dirigeant, en stoïcien et en mari. Il comprenait que la journée commence au moment où la conscience s'éveille et que perdre la matinée, c'est perdre la première occasion de prouver son caractère. Quand tu décides de gagner tes matins, tu ne fais pas que te lever plus tôt. Tu te dis à toi-même « Je gouverne ma vie ». Tu affirmes que ta discipline est plus forte que ton inertie. Ce ne sont pas 10 minutes qui transforment ton destin, c'est ton attitude. Programmer le réveil quelques minutes plus tôt que d'habitude est un geste petit mais symbolique. Au lieu de te lever parce que tu dois le faire, tu te lèves parce que tu l'as choisi. Et cette différence change l'identité de celui qui se réveille. Et un choix répété devient une identité. Appuyer sur le bouton de répétition 2, 3, 4 fois semble inoffensif. Mais là, dans les premières minutes de la journée, tu as déjà entraîné ton esprit à remettre à plus tard et chaque report renforce l'habitude de céder. Et ce qui commence comme un report au lit se termine comme de la procrastination tout au long de la journée. Ce que tu fais au réveil donne le ton au reste des heures. La première décision de la journée résonne souvent dans les suivantes. Il est incohérent de promettre d'être une meilleure version demain, alors qu'aujourd'hui tu nourris des habitudes qui affaiblissent ta discipline. L'avenir ne respecte pas les promesses faites par celui qui n'honore pas le présent. Organiser ta routine ne signifie pas copier des influenceurs qui vivent des réalités différentes de la tienne. Cela signifie identifier ce qui peut s'améliorer dans tes propres circonstances et commencer avec ce que tu as. La discipline réelle n'est pas une esthétique de réseau social, c'est une cohérence quotidienne. Cela peut être se lever un peu plus tôt pour bouger, lire quelques pages d'un bon livre, réfléchir en silence, préparer un meilleur petit déjeuner. L'essentiel n'est pas l'activité en elle-même, mais le sens qu'elle porte. Tu as commencé la journée par décision, pas par impulsion, et celui qui commence la journée par décision termine la journée avec direction. Si c'est difficile, mets ton téléphone loin du lit. Oblige ton corps à se lever. De petites stratégies construisent de grands changements. Parce que la discipline ne naît pas de grands discours, elle naît de petits actes répétés. Mais il y a quelque chose d'encore plus important. Le matin commence la veille au soir. Tu ne contrôles peut-être pas ce qui se passe pendant que tu dors, mais tu contrôles ce que tu fais avant de te coucher. Dormir avec le téléphone devant le visage, revisiter des problèmes, revivre des discussions, penser aux factures et aux tâches en attente,
maintient ton esprit en alerte permanente. Et un esprit agité le soir se réveille fatigué avant même de se lever. Avant de dormir, accepte qu'il y a des choses qui ne seront pas résolues à cet instant. Utilise ce moment pour apaiser tes pensées, pas pour les alimenter. Se déconnecter n'est pas de la négligence, c'est de la préparation. Dominer tes matins, c'est dominer le début de ta journée. Et celui qui gouverne le début a beaucoup plus de chances de gouverner le reste. Celui qui remporte la première bataille entre rarement mal préparé dans les suivantes. Être stoïcien, c'est cela. Assumer le contrôle des premières heures, parce que c'est là que tu prouves silencieusement qui est aux commandes, et cette preuve n'a pas besoin d'applaudissements, elle a seulement besoin de constance. 2. Fais le travail qui renforce ton âme. As-tu déjà remarqué qu'il est possible d'être occupé toute la journée, et malgré cela, de la terminer avec la sensation que rien n'a vraiment avancé? Tu réponds à des messages, tu règles de petites tâches, tu participes à des réunions, tu respectes des engagements. L'agenda est rempli, mais au final, qu'est-ce qui a réellement été construit? C'est le danger de la surface. Répéter n'est pas évoluer, être actif n'est pas grandir. Il existe une différence silencieuse entre mouvement et progrès, et peu de personnes l'aperçoivent. Malcolm Gladwell a parlé des 10 000 heures nécessaires pour maîtriser une compétence, mais ce qui transforme quelqu'un, ce n'est pas le temps accumulé. C'est le type d'attention investie dans ce temps. Tu peux passer 20 ans à faire la même chose et rester au même niveau. Parce que s'il n'y a pas d'intention de s'améliorer, le cerveau passe en pilote automatique et le pilote automatique te maintient en fonctionnement, pas en progression. Sénèque observait quelque chose de semblable à Rome. Des personnes courant d'un côté à l'autre, toujours pressées, toujours impliquées. Mais lorsqu'on les interrogeait sur le véritable objectif de cet effort, beaucoup ne savaient pas répondre. Il appelait cela l'oisiveté affairée. C'est quand tu vis occupé mais pas engagé. Le travail en profondeur est l'opposé de cela. C'est choisir une compétence, un projet, un domaine de ta vie et t'y plonger avec une présence totale. C'est revoir ce que tu as fait hier pour faire mieux aujourd'hui. C'est accepter l'inconfort de voir tes failles et les corriger. C'est sortir de la répétition confortable et entrer dans l'amélioration consciente. Imagine quelqu'un qui écrit tous les jours, mais ne relit jamais ce qu'il produit, n'ajuste jamais, n'étudie jamais la technique, ne cherche jamais de retour. Des années plus tard, il écrira au même niveau. Maintenant, imagine quelqu'un qui écrit, analyse, corrige, se trompe, recommence. En peu de temps, la différence devient inévitable. Ce qui sépare les deux n'est pas le talent, c'est la profondeur. Les stoïciens pratiquaient cela intérieurement. Marc Aurèle n'écrivait pas par habitude mécanique, il examinait ses propres failles, confrontait ses pensées, cherchait la cohérence entre ce qu'il croyait et ce qu'il faisait. Ce n'était pas la quantité de réflexion, c'était la qualité de l'examen. Et c'est cela qui doit entrer dans ta routine. Moins de distractions, plus de concentration, moins de tâches parallèles, plus d'intention. Choisis quelque chose qui compte vraiment et élimine le bruit autour. Définis un temps précis, travaille sans changer d'onglet, sans notification, sans fragmentation. Parce que la fragmentation affaiblit le raisonnement. La profondeur renforce le caractère. Une vie organisée ne naît pas de la multiplicité des tâches, mais de l'intensité appliquée aux bonnes tâches. Celui qui apprend à travailler en profondeur cesse simplement de faire des choses et commence à construire une compétence réelle. Et la compétence réelle génère la confiance, et la confiance génère la liberté. Et la liberté naît quand tu réalises que tu n'es plus seulement occupé, tu es en train d'évoluer. 3. Ton corps a besoin d'action. Si l'on laisse un enfant décider de ce qu'il va manger chaque jour, il choisira probablement des sucreries, des sodas et tout ce qui procure un plaisir immédiat. Non pas parce qu'il est mauvais ou irresponsable, mais parce qu'il n'a pas encore développé de discernement. Le corps, lorsqu'il n'est pas guidé, agit de la même manière. Il préfère le canapé au mouvement. Il préfère le sucre à l'équilibre. Il préfère le confort immédiat au bénéfice à long terme. Il cherchera toujours le chemin de moindre résistance, et lorsque cette inclinaison ne trouve pas de direction, elle se transforme en habitude, et une habitude répétée devient un destin. Les stoïciens comprenaient quelque chose d'essentiel. La liberté n'est pas faire ce que l'on veut, c'est ne pas être gouverné par ce que l'on veut. Ils ne vivaient pas seulement selon leurs envies, mais selon le devoir. Ils faisaient ce qui devait être fait, même lorsque l'impulsion disait le contraire.
Cette discipline n'était pas de la rigidité, c'était de la cohérence. Marc Aurèle se rappelait à lui-même qu'il n'était pas né pour chercher uniquement le confort, mais pour remplir un rôle. Et ce principe ne vaut pas seulement pour l'esprit, il vaut aussi pour le corps. Parce que le corps n'est pas seulement matière, c'est un instrument. Un esprit discipliné fleurit rarement dans un corps négligé. Une énergie basse affaiblit les décisions, la sédentarité nourrit l'apathie, l'excès engendre la léthargie. Ce que tu fais physiquement résonne mentalement. Le stoïcisme s'appuie sur la logique, sur l'éthique et aussi sur la physique. Il n'existe pas de développement humain complet lorsque ces dimensions avancent séparément. Bien penser, bien agir et prendre soin du corps font partie de la même construction. Il n'a aucun sens de chercher la clarté mentale tout en acceptant l'inertie physique comme norme. Bouger son corps est un acte de cohérence intérieure, c'est aligner la pensée et l'action. Cela peut être simple, une marche de 10 minutes, quelques étirements, choisir les escaliers plutôt que l'ascenseur. Cela peut être ajuster son alimentation, réduire les excès, remplacer l'automatique par le conscient. Mais ne sous-estime pas la simplicité, parce que ce n'est pas l'intensité initiale qui compte, c'est la constance. La constance construit l'endurance, l'endurance construit la confiance, et la confiance construit la maîtrise. Demande-toi, qu'est-ce que tu peux commencer aujourd'hui qui, répété au fil des mois, transformera non seulement ton énergie, mais ton identité d'ici la fin de l'année? Ce n'est pas une question d'esthétique, ce n'est pas une question de normes corporelles, ce n'est pas une question de promesses vides d'Internet. C'est une question de respect. Respect pour le corps qui soutient tes pensées. Respect pour l'énergie dont tu as besoin pour tenir parole. Respect pour l'instrument qui porte ta vie chaque jour. Quand tu choisis de bouger, même sans envie, tu t'envoies un message silencieux. Je commande, pas l'inertie. Et ce message façonne le caractère, parce que la discipline physique ne s'arrête pas à l'entraînement. Elle traverse la journée. Elle influence ta posture, ton alimentation, ta résistance émotionnelle et ta capacité à supporter la frustration. Un corps qui apprend à obéir renforce un esprit qui apprend à diriger. Et un esprit qui dirige n'est pas esclave du confort, il choisit chaque jour. 4. Nourris ton esprit. Lis tous les jours. As-tu déjà remarqué à quel point il est facile de passer une année entière sans changer ta manière de penser? Les jours passent, les obligations s'accumulent, les conversations se répètent, et, au fond, l'esprit reste limité au même répertoire. Voilà le danger de ne pas lire. Lorsque tu ne nourris pas ton esprit avec de nouvelles idées, il finit par se nourrir uniquement de l'environnement. Opinions aléatoires, titres rapides, contenu fragmenté. Et un esprit nourri uniquement par l'immédiat commence à perdre en profondeur. Sénèque disait qu'en lisant, nous élargissons notre vie au-delà de notre propre temps, parce que chaque livre porte des décennies d'expériences condensées en pages. Chaque auteur a affronté des doutes, des erreurs, des conflits intérieurs, et a décidé d'organiser cela en pensée structurée. Quand tu lis, tu raccourcis les chemins. Un auteur peut mettre 20 ans à comprendre quelque chose que tu peux absorber en 20 minutes de lecture attentive. Ce n'est pas seulement de l'apprentissage, c'est un avantage existentiel. Marc Aurèle l'a reconnu lorsqu'il a exprimé sa gratitude pour avoir eu accès aux enseignements d'Épictète. Il ne voyait pas la lecture comme un simple passe-temps intellectuel. Il la voyait comme une formation du caractère. Et c'est là toute la différence. Lire, ce n'est pas accumuler des pages, c'est ajuster la lentille à travers laquelle tu regardes le monde. Sans lecture, tu penses seulement avec tes propres expériences limitées. Avec la lecture, tu penses avec des siècles de réflexion accumulées. Mais voici l'erreur courante. Attendre le moment parfait. Le mois prochain, je commence. Quand la vie sera plus calme. Quand j'aurai plus de temps. La vie ralentit rarement d'elle-même. Si tu attends le silence absolu pour commencer, tu ne commenceras jamais. La lecture n'exige pas des heures libres, elle exige une décision. Une page par jour, 10 minutes le matin, quelques paragraphes avant de dormir. Ce qui compte, ce n'est pas le volume. C'est la constance et, plus important encore, c'est l'application. La lecture sans réflexion devient une accumulation de belles phrases. La lecture avec réflexion devient une transformation pratique. Les stoïciens ne lisaient pas pour paraître érudits. Ils lisaient pour devenir plus lucides, pour renforcer leur jugement, pour élargir leur capacité de décision. En écrivant ces vidéos ici,
il serait impossible de parler avec profondeur sans être allé à la source. Sans avoir lu Marc Aurèle directement, sans avoir étudié Sénèque, sans avoir compris Épictète dans ses propres mots. La profondeur ne naît pas du résumé, elle naît de l'immersion et quand tu lis vraiment, quelque chose de silencieux se produit. Tu réalises que même un empereur luttait contre la procrastination, que même un philosophe affrontait l'anxiété, que les grands esprits ont aussi connu la peur, le doute, les erreurs. Cela change ta perspective. Tu cesses de te sentir isolé dans tes propres difficultés et tu commences à voir tes défis comme une partie de l'expérience humaine. Et cette perspective renforce. Consacrer quelques minutes par jour peut sembler insignifiant. Mais au fil d'une année, cela se transforme en centaines de pages, des dizaines de concepts assimilés, des décisions plus conscientes. Et des décisions conscientes construisent des vies solides. Intègre la lecture dans ta routine, non pas comme une obligation scolaire, mais comme un entraînement mental. Parce qu'un esprit qui s'élargit pense mieux. Un esprit qui pense mieux décide mieux. Et celui qui décide mieux construit une vie qui ne dépend pas seulement de la chance, mais de la lucidité. 5. Écris dans un journal, gagne en clarté. Vous avez déjà remarqué comme une pensée répétée de nombreuses fois commence à ressembler à une vérité, même lorsqu'elle n'a jamais été examinée. L'esprit est capable de transformer une supposition en conviction, une peur en certitude, une hypothèse en menace réelle. Et plus vous laissez ces pensées tourner uniquement dans votre tête, plus elles grandissent silencieusement. Il y a des moments où l'esprit devient trop bruyant. Les pensées s'accumulent, les émotions se mélangent, et vous ressentez quelque chose que vous ne savez pas expliquer avec clarté. Ce n'est pas seulement de la tristesse, ce n'est pas seulement de l'anxiété, c'est en réalité un brouillard. Et c'est précisément à ce moment-là que le papier cesse d'être du papier et devient un outil. Écrire n'est pas se défouler, c'est organiser. Peut-être avez-vous déjà entendu le conseil d'écrire une lettre lorsque vous êtes irrité et d'attendre avant de l'envoyer. Cet intervalle révèle quelque chose de puissant. Beaucoup d'émotions ne semblent gigantesques que tant qu'elles restent diffuses. Lorsqu'elles prennent forme, elles perdent une partie de leur pouvoir. Marc Aurèle a écrit pour lui-même pendant près de 20 ans. Ce n'était pas pour impressionner qui que ce soit. Ce n'était pas pour publier. C'était pour se surveiller. Il notait ses fautes, ses tentations, ses insécurités. Un empereur confessant ses propres fragilités dans le silence du papier. Cela, c'est de la discipline intérieure. Le papier ne discute pas, ne juge pas, n'interrompt pas, il reçoit. Et en recevant, il vous oblige à structurer ce qui auparavant était dispersé. Souvent, nous ne souffrons pas seulement à cause de ce qui arrive, mais à cause du récit que nous créons sur ce qui arrive. Et les récits non examinés deviennent des prisons. Quand vous écrivez, quelque chose change. Vous sortez de l'émotion et vous entrez dans l'observation, vous sortez de la réaction et vous entrez dans l'analyse. Vous sortez du tourbillon et créez de la distance, et dans cet espace naît la clarté. Des anxiétés qui semblaient écrasantes révèlent des exagérations. Des peurs qui semblaient absolues montrent leur fragilité. Des idées qui semblaient solides se contredisent lorsqu'elles sont posées sur le papier. Ce qui est vague domine, ce qui est examiné s'affaiblit. Le journal n'est pas seulement un registre, c'est une confrontation consciente. Vous commencez à comprendre que toutes les pensées ne méritent pas votre confiance. Toutes les insécurités ne représentent pas la réalité. Beaucoup de voix intérieures existent simplement parce qu'elles n'ont jamais été remises en question. Anne Frank a écrit quelque chose de simple et de vrai. Le papier est plus patient que les gens. Et cette patience est libératrice. Nous n'aurons pas toujours quelqu'un de disponible pour écouter nos doutes sans jugement. Mais nous pouvons toujours créer cet espace intérieur. Écrire, c'est créer une pièce silencieuse à l'intérieur de sa propre pensée. C'est entraîner la capacité d'observer avant de réagir. C'est empêcher l'émotion de conduire la décision. C'est empêcher l'impulsion de définir le caractère. Les stoïciens appelaient cela l'examen intérieur, et l'examen intérieur construit la maîtrise de soi. Lorsque vous transformez la confusion en conscience, vous commencez à reprendre le contrôle. Lorsque vous organisez vos pensées, vous organisez aussi vos choix. Et des choix organisés construisent une vie organisée. Il ne s'agit pas d'écrire joliment, il s'agit de penser avec clarté. Et la clarté, surtout dans notre monde d'aujourd'hui, est un pouvoir. 6. Faites le difficile en premier.
Si tout dans votre vie devenait de plus en plus confortable, deviendriez-vous plus fort ou plus fragile? C'est une question que presque personne ne se pose. Nous vivons à une époque construite pour éliminer l'effort. Les applications raccourcissent les processus, les services résolvent les problèmes, les produits promettent d'économiser de l'énergie. Le monde moderne travaille pour que vous n'ayez jamais à faire trop d'efforts et le confort constant ressemble à un progrès. Mais il existe un effet secondaire silencieux. Lorsque vous ne faites jamais face à la résistance, vous commencez à perdre confiance en votre propre force. Le problème n'est pas le confort, le problème est d'en dépendre pour fonctionner. Car la force humaine ne naît pas de la facilité, elle naît du frottement. Sénèque observait qu'un enfant habitué à tout recevoir pleure lorsqu'il perd sa cuillère, comme s'il avait perdu le monde. Non pas parce qu'il est faible par nature, mais parce qu'il n'a jamais été entraîné à supporter la frustration. Et nous ne sommes pas si différents lorsque nous évitons tout inconfort. Chaque fois que vous fuyez quelque chose de légèrement difficile, vous renforcez l'idée que vous n'êtes pas capable. Chaque fois que vous vous mettez à l'épreuve, vous renforcez l'idée contraire. Voilà le carrefour quotidien. Il ne s'agit pas de rechercher une souffrance inutile, il s'agit de préserver votre puissance. Marc Aurèle écrivait que nous devons enlever la poussière qui s'accumule sur nous dans la vie quotidienne. Cette poussière, c'est l'installation dans le confort. C'est la tendance presque invisible à toujours choisir le chemin le plus facile. Et l'installation affaiblit lentement. Le corps qui n'est jamais sollicité s'atrophie. L'esprit qui n'est jamais mis sous pression devient fragile. Le caractère qui n'est jamais testé devient dépendant des circonstances. C'est pourquoi faire quelque chose de difficile n'est pas un excès, c'est un entretien. Demandez-vous, qu'est-ce qui aujourd'hui exigerait un peu plus de vous? Contenir l'irritation lorsque quelqu'un insiste sur quelque chose d'évident. Respecter un entraînement plus exigeant que d'habitude. Rester en silence pendant quelques minutes, sans vous réfugier dans votre téléphone. Résister à une impulsion automatique. Tenir la parole que vous vous êtes donnée, même lorsque personne ne regarde. Ces petites décisions sont comme des poids invisibles qui renforcent votre structure intérieure. Lorsque vous choisissez volontairement un inconfort contrôlé, quelque chose change. L'inconfort cesse d'être une menace et devient un outil. Vous commencez à réaliser que vous supportez plus que vous ne l'imaginiez. Et plus vous pratiquez cela, moins les défis inévitables de la vie deviennent intimidants, car la difficulté que vous choisissez vous entraîne pour la difficulté que vous ne pourrez pas éviter. Un esprit habitué uniquement au plaisir vacille au moindre obstacle. Un esprit habitué à affronter de petites résistances construit de la stabilité. Ce n'est pas une intensité extrême qui transforme quelqu'un, c'est une constance disciplinée. La pratique stoïcienne de cette leçon est simple. Choisissez quelque chose de légèrement inconfortable et faites-le. Demain, répétez. Ensuite, encore, avec le temps, vos limites cessent de ressembler à des murs infranchissables et commencent à ressembler à des marches. Et alors, vous comprenez quelque chose de fondamental. Vous n'étiez pas faible, vous étiez simplement désentraîné à vous exiger. Et la force a toujours été là, attendant d'être entraînée. 7. Découvre ton calme intérieur. As-tu déjà remarqué qu'il est possible de passer la journée entière à réagir et malgré cela, ne jamais vraiment décider quoi que ce soit? Notifications, messages, opinions, demandes, urgences. Le monde t'appelle sans cesse, et quand toute ton attention est tournée vers l'extérieur, ton esprit ne se repose pas, il ne fait que répondre. Et un esprit qui ne fait que répondre ne gouverne jamais. Le plus grand risque de la vie moderne n'est pas le bruit extérieur, c'est de perdre sa propre voix intérieure. Le calme intérieur n'est pas l'absence de son, c'est une autorité intérieure, c'est le moment où tu cesses d'être emporté par les stimuli et où tu commences à choisir tes réponses. Beaucoup d'artistes, de scientifiques et de penseurs racontent que leurs meilleures idées sont apparues lors de pauses inattendues, de promenades silencieuses, de longues douches, d'instants de contemplation. Ce n'est pas dans l'agitation qu'ils ont trouvé la clarté, mais dans le ralentissement parce que la clarté exige de l'espace. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Pour eux, la tranquillité n'était ni un luxe, ni une sensibilité excessive, c'était une stratégie. Marc Aurèle gouvernait un empire en guerre, entouré de conflits, de trahisons et de décisions difficiles. Pourtant, il trouvait du temps pour écrire, réfléchir et organiser son propre esprit.
Il savait que, sans calme intérieur, même le pouvoir devient confusion. Le calme intérieur n'est pas une fuite du monde, c'est une préparation pour l'affronter avec lucidité. Il commence lorsque tu apprends à différencier ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. Tu ne contrôles pas l'humeur des gens, la circulation, le marché, les critiques, les imprévus. Mais tu contrôles l'interprétation que tu fais de tout cela, et cette différence change tout. Sans cette conscience, chaque événement semble personnel, chaque opinion ressemble à une menace, chaque difficulté paraît une injustice. Avec cette conscience, tu filtres, tu sélectionnes et tu décides. Un esprit sans calme intérieur vit en état d'alarme permanent. Un esprit entraîné au calme choisit où investir son énergie, et l'énergie, c'est la vie. Le calme intérieur ne signifie pas apathie, il signifie stabilité émotionnelle. C'est comme un lac profond. La surface peut être agitée par le vent, mais dans les couches les plus profondes, l'eau reste calme. Cette profondeur doit être construite. Quelques minutes de silence, avec une respiration consciente, avec une écriture réflexive, avec des promenades sans téléphone, avec de petits rituels quotidiens qui te ramènent à ton centre. Au début, cela peut sembler inconfortable. Le silence révèle des pensées qui étaient cachées, montre des peurs, des insécurités, des inquiétudes. Mais c'est justement là que la force naît. Quand tu observes tes pensées au lieu de te confondre avec elles, tu réalises que beaucoup ne sont que des exagérations, des anticipations ou des histoires créées par l'anxiété, et cette prise de conscience affaiblit leur pouvoir. Un esprit entraîné au calme intérieur ne panique pas au premier problème, ne se laisse pas dominer par chaque émotion passagère. Il reste ferme quand l'environnement devient chaotique, parce qu'il ne réagit pas, il répond. Inclure des moments de silence dans ta routine, ce n'est pas perdre en productivité, c'est renforcer la base de tes décisions, c'est réduire les erreurs impulsives, c'est augmenter ta clarté. Une vie organisée extérieurement peut s'effondrer si, à l'intérieur, il y a une turbulence constante. Mais quand il existe un ordre intérieur, même les jours difficiles sont traversés avec plus de stabilité. Le calme intérieur, c'est cela, l'espace où tu récupères le commandement. Et plus tu pratiques, plus tu réalises que tu n'as pas besoin de réagir à tout. Tu peux choisir et c'est dans ce choix silencieux que commence la véritable force. 8. Gouverne-toi toi-même. Il existe une différence immense entre améliorer ses habitudes et assumer sa responsabilité. Améliorer ses habitudes, c'est ajuster des comportements. Assumer sa responsabilité, c'est changer de posture face à sa propre existence. Tant que tu crois que ta situation est seulement la conséquence des circonstances, il y aura toujours quelque chose d'extérieur à blâmer. Le travail, l'économie, la famille, le manque de temps, l'environnement, et tant que la cause reste à l'extérieur, le pouvoir reste aussi à l'extérieur. Les stoïciens étaient radicaux sur ce point. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. Cela ne signifie pas nier les difficultés réelles. Cela signifie reconnaître que même face à elles, il existe encore quelque chose sous ton contrôle. Ta réponse. Assumer sa responsabilité ne veut pas dire que tu as causé tout ce qui est arrivé. Cela veut dire que tu es responsable de ce que tu vas faire à partir d'ici. Ce changement semble simple, mais il transforme complètement ton énergie. Quand tu arrêtes de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», et que tu commences à demander « Qu'est-ce que je peux faire avec cela ?», tu sors de la position de victime et tu entres dans la position d'acteur, et un acteur construit. Sans cette posture, n'importe quel plan de routine reste une théorie, parce qu'il y aura toujours des justifications pour ne pas tenir. Avec cette posture, même les jours difficiles deviennent une matière première. La responsabilité organise la vie de l'intérieur vers l'extérieur. Tu commences à comprendre que, si tu es constamment fatigué, tu dois ajuster ton repos. Si tu es distrait, tu dois ajuster tes stimuli. Si tu es stagné, tu dois revoir tes décisions. Ce n'est pas confortable, mais c'est libérateur. Marc Aurèle gouvernait un empire en guerre. Il a perdu 8 de ses 13 enfants. Il a affronté l'une des pandémies les plus sévères et pourtant, dans ses méditations, nous ne trouvons pas de longues plaintes contre le destin. Nous trouvons des rappels constants de devoirs, de posture et de caractère. Il ne contrôlait pas tout, mais il contrôlait son attitude face à tout et c'est cela qui ferme le cycle d'une routine organisée.
Tu peux te lever tôt, tu peux travailler en profondeur, tu peux nettoyer ton esprit en écrivant. Tu peux entraîner ton corps, lire les plus grands classiques de la littérature, couper tes vices ou chercher le silence. Mais si au fond tu crois encore que ta vie dépend plus des autres que de toi, tout restera instable. Assumer sa responsabilité est le point où la maturité commence. Ce n'est pas lourd, c'est libérateur. Parce qu'au moment où tu assumes que ta réponse t'appartient, tu récupères ton pouvoir. Et le pouvoir est ce qui soutient la discipline, la clarté et la direction. À la fin, organiser ta routine n'est que le début. Le véritable travail consiste à organiser ta posture face à la vie. Et cela n'arrive que lorsque tu décides d'arrêter de déléguer le commandement. À partir de ce moment, tout change. Marc Aurèle a écrit quelque chose qui traverse les siècles avec la même force. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Voilà le cadre. Tu ne contrôles pas le trafic. Tu ne contrôles pas l'économie. Tu ne contrôles pas le comportement des gens. Mais tu contrôles ta discipline. Tu contrôles ton effort. Tu contrôles tes choix. Tu contrôles ta réaction. Et quand tu organises ce qui est sous ton autorité, le reste cesse d'être une excuse. C'est ainsi qu'une routine tient dans le temps, non pas grâce à la perfection, non pas grâce à l'absence de difficultés, mais grâce à la clarté que le commandement est le tien. Si tu appliques chacune de ces pratiques, tu ne seras pas seulement en train d'organiser tes journées. Tu seras en train d'organiser ta posture face à la vie. Et une posture forte transforme n'importe quelle circonstance en terrain de croissance. Maintenant, la décision n'est pas dans la vidéo, elle est en toi. Si ce contenu a du sens pour toi, s'il t'a apporté de la clarté, alors montre que tu es aux commandes. Aime, partage avec quelqu'un qui a besoin d'organiser sa propre vie et écris dans les commentaires « Je prends le commandement ». Parce que le moment où tu décides de ne plus déléguer ta responsabilité est le moment où tu commences à construire quelque chose de solide. Et à partir de là, plus rien ne redevient comme avant. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un nouvel angle, laisse ton like, abonne-toi, commente et partage. Ici, nous continuons à nous renforcer et à apprendre. Merci d'avoir regardé.